on a parlé de la manière dont on peut embarquer le consommateur. On va se demander comment on peut embarquer les entreprises avec un résumé que l'on a mis en 3 mots, 4 mots. C'est no green, no cash. En l'occurrence, ça fait 4 mots, mais 2 fois le même. Alors, c'est un peu réducteur, je vous l'accorde, mais on va essayer de regarder ce qu'il y a dedans. Et j'invite à me rejoindre, donc, en commençant par Anne Sorlut, qui est directrice de la banque d'affaires Messis au sein du groupe Unigrain. Olivier Josset, avocat au sein du cabinet Fidal. On a Sylvain Lambert, partenaire développement durable ou partenaire développement durable Sustainability chez PwC. Et enfin Jules Castro de Pure Project. Anne, Olivier, Sylvain, Jules, avec moi. Allez, encouragez-les, vous. Écoutez-vous là un peu. Allez, vous faites pas des politesses, asseyez-vous. Voilà. Alors, évidemment, on va commencer quand même par redonner un peu de sens derrière ce titre, un vrai résumé No Green, No Cash. On va faire déjà peut-être un petit état des lieux. On va commencer avec toi, Sylvain. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qui existe déjà sur ce lien entre, en gros, l'entreprise et notre grand sujet environnemental? Allez, en 3 minutes, le pitch de ce qu'il faut savoir sur l'état des lieux. C'est impossible à faire, mais chez PwC, normalement, on a vu des missions beaucoup plus difficiles que ça. Oui, mais quand même 3 minutes. Mais... Allez, 3:30. C'est sympa. Bon, bonjour à toutes et tous. Derrière ce sujet, déjà, on en a pas mal parlé avant de No Green, No Cash, c'est-à-dire de ce côté consommateur. Aujourd'hui, il faut savoir que derrière No Green, No Cash, ça pourrait être un régulateur qui prononce ces termes, parce que c'est l'intention du régulateur européen. Alors, c'est moins rigolo quand on parle du régulateur, mais enfin, c'est quand même très vrai. Le régulateur européen, autrement dit la Commission européenne, a dit en 2050, l'Europe sera neutre en carbone. Jusque-là, tout le monde connaît. Et ils ont dit, pour faire ça, il faut qu'on transforme l'économie, sinon on n'y arrive pas. Très bien. Pour transformer l'économie, il faut transformer les acteurs financiers, ceux qui ont le cash. Et donc, on va créer un plan qui s'appelle le plan finance durable. Et là, si ça ne vous parle toujours pas, il y a au moins un mot qui va vous parler. Parce que le premier objectif de ce plan, je vous passe les 3 objectifs, c'est justement no green, no cash. Enfin, c'est plus que green. C'est, en langage de régulateur, c'est d'allouer les capitaux uniquement aux activités les plus durables. On pourrait résumer ça en no green, no cash. Et donc, pour faire ça, il y a toute une série d'actions. Et la première, c'est le fameux mot que vous connaissez certainement, c'est la taxonomie. Le règlement taxonomie européen, c'est une nomenclature technique qui définit une activité durable. Et l'intention du régulateur, c'est d'influencer progressivement la sphère économique, financière, banquier, assureur, investisseur, pour leur dire, j'ai l'information désormais. Est-ce que je suis à l'aise en ayant dans mes livres des actifs d'entreprises ou d'activités qui sont reconnues comme non durables d'après une réglementation ou une nomenclature officielle. Et derrière ça, il a musclé tout son dispositif avec d'autres textes qui sont en vigueur aujourd'hui, qui imposent les financiers à rendre compte de ce qu'ils ont dans leur portefeuille en matière de durabilité et les entreprises, en descendant à un seuil qui est petit, jusqu'à des entreprises de 250 personnes, à donner de plus en plus d'informations. Donc il met une sorte de système en place. C'est un peu, on parlait de l'information aux consommateurs, et il met en place une information aux financeurs et il lui met un cadre en disant vous rendez l'information publique et par ailleurs, moi je vous dis si votre argent est dans quelque chose de durable ou non. Je vais me forcer pas beaucoup à être naïf sur tous ces sujets-là, mais en espérant peut-être être le porte-parole de ceux qui ne sont pas dedans au quotidien. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de mettre en place un scoring de l'activité économique et donc par ricochet un scoring des entreprises? Ouais, exactement. Pour faire simple. C'est exactement ça. C'est un peu un résumé, mais quand même, c'est exactement ça. Est-ce qu'on est au clair sur la définition de ce qui est bien et de ce qui est mal? Parce que dès qu'on fait un score, on arrive dans ce sujet-là, le bien, le mal. Est-ce qu'on est au clair? Oui. Alors, sur quoi on est au clair? On est au clair. Bon, la taxonomie, règlement européen, elle se déploie. Elle touchera 6 sujets du green, puisqu'on est dans le green, que sont l'économie circulaire et les déchets, l'eau et les ressources marines, un certain nombre de polluants dans le sol, dans l'air et dans l'eau, le climat et la biodiversité. Aujourd'hui, le texte qui est en vigueur touche la réduction des émissions de CO2 et l'adaptation au changement climatique. Donc on a une réglementation qui sait dire si une activité est durable en regard du climat. Dans les 2 ans qui viennent, on aura déployé les autres critères et on pourra faire ce score d'une activité en fonction de 6 critères environnementaux. Donc on est dans cette espèce d'entre-deux sur la définition des règles du jeu. On l'a pour le climat, on a la règle pour le climat. Mais sur la totalité de ce grand sujet, on ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore, et c'est tant technique, puisque les critères sont des critères techniques, est-ce qu'une éolienne est durable en fonction de critères techniques, que politique, je renvoie au débat qu'on a eu, est-ce qu'on met le nucléaire du bon ou du mauvais côté de la taxonomie? Le bien, le mal, ça politique. Simplifie. Ouais. Voilà, c'est les deux, technique et politique. Et est-ce qu'il y a politique. des sujets comme ça qui ne sont pas tranchés? Il y a tous les sujets du reste du vert,
Ouais. qui sont en cours d'élaboration, c'est-à-dire quels vont être les critères techniques de la biodiversité, de l'eau, de l'économie circulaire et des autres polluants. Ils sont en train de travailler dessus. Et puis la deuxième couche qui est prévue, puisque le régulateur a prévu une taxonomie sociale, sur lequel il dit qu'il met un peu la pédale douce, tellement la taxonomie environnementale est complexe et lourde, mais on aura peut-être, ça complétera l'affichage environnemental, peut-être un affichage social que l'on a un petit peu aujourd'hui par la loi sur le devoir de vigilance, qui va m'expliquer si justement mon ananas, qui a un bon score environnemental, il a été produit dans quelles conditions sociales. On termine cet état des lieux avec, là encore, une interrogation vraiment naïve. Est-ce qu'on peut espérer que d'ici à 2 ans, 3 ans, puisque c'est l'échéance que tu as donnée, finalement, il n'y ait plus de débat sur ce qui est bien et sur ce qui est moins bien? Ou est-ce que malheureusement, je reprends l'exemple du nucléaire parce qu'il est très très bon, ça ne sera pas tranché, donc on aura quelque chose qui sera moins utilisé parce que contesté? Alors au point de vue réglementaire, il n'y aura pas de débat, ça sera la loi. Au point de vue politique, il y aura évidemment des débats. Et on reviendra peut-être sur les décisions qui ont été prises sur le nucléaire, comme on en aura d'autres probablement sur la biodiversité et l'eau. Donc le débat va continuer, mais la loi s'appliquera. Donc il faudra faire avec la loi. Est-ce que les entreprises sont demandeuses? Question que je vous pose à tous les trois, puis on ira voir avec Jules après comment elles s'y prennent concrètement. Est-ce qu'elles sont demandeuses de cette espèce de règle du jeu avec les limites qu'il y a, on l'a vu tout à l'heure, hein, dès lors qu'on fait un score, on est réducteur, mais c'est comme ça. Olivier, tu as pris le micro, est-ce que... Alors, je ne dirais pas qu'elles sont forcément demandeuses. On a encore la présence du régulateur. Et donc, on a aujourd'hui également un dispositif juridique qui est la déclaration de performance extra-financière, qui s'impose aux sociétés cotées et aux sociétés non cotées. Donc, le régulateur a choisi une voie d'orienter les entreprises vers plus de vertu. Donc, ce n'est pas forcément un choix propre des entreprises, c'est se conformer à une réglementation. Et cette réglementation va être de plus en plus prégnante, puisque pour les sociétés cotées, c'est dans leur rapport annuel, donc c'est à diffusion du public, ce qui permet ensuite aux investisseurs financiers ou aux asset managers, donc aux fonds qui investissent dans ces entreprises, de considérer que l'entreprise est vertueuse ou pas. Je prends un exemple que tout le monde connaît, c'est le fonds souverain norvégien qui a décidé sur le climat de réorienter ses investissements sur le non fossile, c'est-à-dire sur le développement durable. C'est un peu désespérant d'entendre que les entreprises n'ont pas compris qu'elles ont un rôle dans le bien commun et qu'il faut qu'on leur rappelle par l'obligation. Je force volontairement le trait. Bah, si, quand même. Non, Quoi ? Si, c'est désespérant ou c'est pas désespérant ? Non. Ce que l'on fait, tous les cas, nous, ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu quand même un changement. Les mêmes entreprises nous disaient il y a 20 ans, on est là pour être responsable, mais pas pour sauver le monde. Donc on agit sur notre sphère de responsabilité. Aujourd'hui, lisez les déclarations ou les raisons d'être des entreprises, elles ont clairement une orientation donnée, comme par l'intérêt général. La complexité, il y a des tas de complexités politiques, philosophiques, mais aussi des complexités techniques, qui sont exactement d'ailleurs les mêmes. Tu parlais de scoring, il y a un sujet majeur qui est la data. Donc ce que disent les entreprises aujourd'hui, il n'y aura pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd, donc c'est quand même notre intérêt. C'est notre intérêt. Par contre, l'agenda du régulateur est dingue. Enfin, il est très, très tendu. Mais en même temps, l'agenda du régulateur est tendu parce que l'agenda physique est super tendu. Et si qu'on avait le même débat en 1998 ou même 2000, aujourd'hui, on serait pas mal. On est en 2023, donc c'est complexe. Anne, sur la maturité des entreprises, on en reste encore une fois sur ce sujet de la relation des entreprises avec ce principe même de la régulation. Alors, il y a beaucoup d'entreprises... Micro plus près de la bouche. Pardon. Voilà. C'est mieux, tu vois. Ça marche effectivement comme ça. C'est fou. Oui, les entreprises ont une démarche plutôt RSE et les financeurs de cette industrie encouragent à ce genre de démarches qui sont plus volontaires qu'elles attendent moins d'intervention de la part de l'État, en fait, et des taxes et des obligations. Tu veux dire quoi, là ? Que de toute façon... comme leur accès au cash, pour reprendre le mot de cette séquence, va être conditionné de plus en plus à leur pratique, elles n'ont pas le choix, quand bien même il y aurait une régulation ou pas. C'est ça qu'il faut comprendre ? Non, aujourd'hui, ce n'est pas un choix. En tout cas, ce qu'on voit, il y a un encouragement en fait, au respect et à la mise en place de critères RSE pour bonifier en fait, les financements qu'on peut voir aujourd'hui en place sur du financement du développement, du financement d'opérations, des obligations convertibles. On peut voir des intérêts qui sont bonifiés en fonction de critères RSE qui ont été
définie pour une entreprise sur son secteur d'activité. On parle de quelques dizaines de points de base sur un intérêt. C'est pas sur l'accès au cash, mais c'est sur l'amélioration des conditions à l'accès au cash. C'est sur l'amélioration, exactement. C'est sur l'amélioration des conditions d'accès au cash. Mais en tout cas, ça a un effet, on va dire, vertueux sur ces démarches RSE. Qu'est-ce que tu pourrais prendre comme exemple dans ce que tu as vu et qui est public pour illustrer à quel point ça a été utile d'être engagé là-dedans, justement pour améliorer ces conditions de financement? Le problème, c'est que mon activité fait qu'il n'y a pas grand-chose qui est public. Ça a pu sortir après coup. Micro, c'est mieux. Mais on peut prendre, par exemple, des rémunérations d'obligations convertibles qui sont souscrites par des investisseurs financiers et émises par des sociétés en agroalimentaire et qui ont des rémunérations qui sont bonifiées en fonction de critères qui concernent le biocontrôle, par exemple. Voilà, qui concernent le bien-être animal, donc tout ce qui est choix des matières premières. On va valider des labels, en tout cas, d'élevage. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses, de sécurité au travail également, de conditions de travail, toutes sortes de choses comme ça. Quand on parle de... Oui, Olivier. Oui, alors il y a également un phénomène en France qui est sans doute spécifique, c'est qu'on a un microcosme financier sur le monde agricole. On a déjà le Crédit Agricole, bien sûr. Donc, qui est un acteur important. On a ensuite des fonds qui sont plus ou moins spécialisés, des fonds sectoriels. Heureusement, ces gens-là se parlent et donc participent à cette démarche qui consiste à être encore plus vertueux sur certains éléments de financement, d'inciter les entreprises au bien-être animal. Donc tout ça participe. Et je rebondis sur ce que disait un des participants précédents sur le bio-holistique. En fait, c'est une démarche holistique, bien évidemment. On parlait avec l'INSEE des consommateurs, on parle donc des financiers, on parle du régulateur, on parle des opérateurs. Tout le monde doit se comprendre et avoir cette démarche commune. Est-ce que les fonds sectoriels sont plus exigeants que ce qu'on va appeler les fonds non sectoriels? C'est ce que j'entendais à demi-mot, là. Est-ce que j'ai bien compris ou... Alors, oui et non. Ouais. Enfin, c'est ma propre expérience, attention. Je vais vous demander aussi à Sylvain. Oui et non. Non dans le sens où, et c'est ce que disait également un éleveur, il faut quand même un résultat. Il faut quand même que la bottom line soit positive. Sinon, ça ne fonctionne pas, mais quelle que soit l'activité. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'effectivement, ces fonds sectoriels ont une sensibilisation beaucoup plus forte qu'un fonds généraliste et sont donc plus enclins à orienter un investissement sur une filière, soutien de filière. Ça existe notamment dans l'oléagineux, mais pas que. Et donc, ces fonds sont extrêmement utiles à la prise de conscience, et ils y participent. Donc ils sont finalement un peu plus exigeants, quand même. Ou en tous les cas, au final, pointus. Sans doute. Sylvain? Ouais, moi je dirais que le fonds sectoriel, lui, il a une qualité, c'est qu'il est sectoriel. C'est-à-dire qu'il connaît le secteur, donc il peut être exigeant sur des critères qui sont matériels pour l'industrie. Par contre, ce qui est en train de se passer, avec un pas en avant, deux pas en arrière, mais avec une tendance forte, c'est toujours le même sujet, c'est l'accès à l'argent. Je vais juste donner une statistique. Tous les 3 ans, on fait une étude mondiale sur les fonds, plutôt le private equity, en leur disant, tiens, pourquoi les questions de développement durable, ça vous intéresse? En 2019, ils nous disent, risk management et compliance, c'est les 2 premières raisons. Donc, conformité à des textes, et puis, on va éviter de faire une bêtise, c'est bon. 2021, compliance a disparu, risk management est dans le numéro 4 du top 5. Le numéro 1, c'est création de valeur. Et ça, on pourrait même l'appliquer à l'asset management. Il y a une évolution assez intéressante de regarder ces questions-là comme un sujet soit effectivement toujours de risque ou de ne pas générer assez de valeur, soit vraiment de création de valeur et donc d'avoir sa place dans la transformation de l'actif que je gère. Et là, c'est là où le fonds sectoriel, lui, il sait de quoi il parle quand il est sur son secteur par rapport à un fonds généraliste. Et le risque de dévalorisation par de mauvaises pratiques arrive automatiquement. Oui, il y a des cas où l'investissement va être moins motivant, où il y a une hésitation à l'investissement, quand on a une forme d'incertitude ou un niveau de risque qui peut être élevé sur ces questions. Surtout maintenant, quand on en revient au texte du début, est-ce que je veux avoir dans mes livres des actifs reconnus comme non durables? Et même s'ils marchent bien, à court terme, mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais les revendre? Est-ce que quand je rentre maintenant en 2022, je sors en 2026 ou 2027, qui va en vouloir? Voilà. Anne, tu ressens le même risque aussi?
Le risque de dévalorisation, on peut le craindre. Je ne le ressens pas aujourd'hui. Quoique sur certaines activités, c'est vrai qu'on va fouiller un peu plus les critères de Quel type durabilité. d'activité, sans donner encore une fois les noms des boîtes, mais le type d'activité qui présente aux yeux de ceux qui mettent de l'argent plus de risques que d'autres? En ce moment, dans Avec le micro, l'alimentaire, il y a les sujets d'emballage. Forcément, on va se poser bien plus de questions sur l'investissement, en fait. Qu'est-ce qui va se passer, effectivement, dans 4, 5, 6 ans? Voilà, quelles sont l'économie circulaire qu'on va pouvoir mettre en place sur l'emballage, voire même, il y a des réglementations qui bannissent les emballages à usage unique. Donc, voilà, tout ça effectivement, on peut s'interroger là-dessus. Donc, investir chez un cartonnier, c'est peu difficile de trouver de l'argent aujourd'hui. J'essaye de rendre le truc un peu simpliste. Non, c'est pas plus difficile. Ça dépend de sa stratégie et effectivement de ce qu'il met en place Par sur ses principe, produits. si on va vers un monde où il y a moins d'emballage à usage unique, je prends le cas du cornet de frites chez McDo, qui désormais n'est plus à usage unique, c'est moins de carton consommé. Non, mais par exemple, dans des deals aujourd'hui, moi, je suis intervenu sur des deals sur du plastique, de l'emballage plastique. Il y a des questions qu'il n'y aurait jamais eu avant au niveau d'un comité d'investissement. Donc le simple fait qu'il y ait des questions, ça dit quelque chose. Enfin, c'est ouais, ça. Non, mais même ça. si on n'est pas encore au moment où ça bouleverse les décisions. Et puis aller dans le oil aujourd'hui, dans les services au oil, puisqu'il n'y a pas de PME qui est la cible du private equity dans le oil, mais il y a plein de services de PME dont le chiffre d'affaires peut être massivement dépend du oil. Moi, j'ai des cas où l'ouverture du capital, elle est très très compliquée parce que le même truc, détenir un actif de service au oil en 2023 pour le revendre en 2026 ou 2027. Oui, c'est pas gagné que ça crée de la valeur. C'est pas gagné. Donc voilà. Donc on a des questions, on a ce genre de questions aujourd'hui qu'on n'avait pas. Qu'on n'avait pas, Olivier. Oui. Et puis je pense qu'il y a une grande volatilité qui fait que ce qu'on peut essayer de déterminer sur le futur, même à court terme, en prenant une projection d'une réglementation, peut ne pas s'avérer être au résultat dans quelques années. Je prends juste un exemple très simple. Pendant Covid, j'étais interrogé sur une opération qui concernait la restauration. Donc on est dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, dans une des phases ultimes. Et cette opération n'a pas été faite parce que le fonds justement s'interrogeait sur mais demain, est-ce qu'on va continuer à se déplacer et à se restaurer en bordure d'autoroute? Donc l'opération n'a pas été faite. Et aujourd'hui, de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit de deux phénomènes. Le premier, c'est que tout ce qu'on appelle MaaS, donc Mobility as a Service, se déploie. Et deuxièmement, les voitures électriques, du fait de la recharge, fait qu'on passe plus de temps sur certaines stations. Et donc, comme on passe plus de temps, on se restaure beaucoup plus longtemps. Et donc l'offre de restauration s'est agrémentée sur certains sites. Donc, ce qu'on pensait être négatif en 2020, aujourd'hui en 2022, finalement, c'est très positif. C'est intéressant cet exemple qui montre quand même à quelle vitesse on peut modifier le jugement que l'on a sur un actif économique, juste parce que justement les sujets environnementaux se prennent par un bout ou par un autre en l'occurrence. C'est pour ça que c'est une démarche vraiment holistique, c'est vraiment un grand tout. Pour terminer cette première partie, avant d'aller voir ce que fait Pure Project, parce que vous allez voir le lien qu'il y a, dès lors qu'on mélange le green et le cash, on arrive très vite sur le risque du greenwashing. Est-ce que ce sujet-là, c'est un sujet à vos yeux dans les stratégies d'investissement? Comment les fonds s'en prémunissent? Parce que l'air de rien, ils peuvent être aussi victimes, eux, de ces stratégies de greenwashing. Est-ce que c'est un vrai sujet, ça Oui, c'est un vrai sujet. Alors, ça devient compliqué aujourd'hui quand même. On a vu de faire du greenwashing? C'est-à-dire de passer entre les gouttes? Oui, on a vu un certain nombre d'asset managers, en Allemagne notamment, dont la qualité de leur portefeuille est en tous les cas au moins discutée par les autorités. Et le coût pour eux est extrêmement significatif. C'est même, comme ils sont adossés à une très grande banque, ils devraient s'en sortir, mais ça va être extrêmement coûteux. Deuxièmement, les meilleurs vigies du greenwashing sont les fonds, peut-être, à ce moment-là. J'irai pas jusque-là. Non, mais c'est le cadre que met en place. J'ai essayé de les faire passer pour des anges. Non, mais moi, j'essaie pas de les faire passer pour des diables non plus. Mais par contre, aujourd'hui, les produits financiers sont dans le cadre d'une réglementation européenne qu'on pourrait qualifier, en allant très vite, d'anti-greenwashing, ou si on évoque juste le terme green, vert, responsable, éthique, ce qu'on veut pour dire un fonds, on rentre dans un cadre réglementaire où on doit documenter désormais de façon contractuelle ces critères. La façon dont on le fait, c'est
agréé par, en France, l'AMF, l'autorité des marchés, dans les autres pays, par le régulateur. Et on peut quand même, et beaucoup, il y a une sorte de super catégorie, l'ultra bio du fonds, qui s'appelle l'article 9, je vais faire court. Aujourd'hui, certains sont allés très vite en disant je vais faire des produits article 9. On voit aujourd'hui qu'ils sont reclassifiés dans la deuxième catégorie, qui est le bon produit, qui est l'article 8. Donc certains sont allés trop loin. Donc le greenwashing, c'est toujours une tendance, surtout quand on se rend compte, et c'est le signe que c'est aussi un signal intéressant. Si tout le monde s'en foutait, on ne ferait pas de greenwashing. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même un signe. Par contre, le cadre réglementaire, le cadre sociétal, la puissance des médias, des ONG sur ces questions fait qu'aujourd'hui, greenwashing, ça commence à être un très très gros problème. Donc il y a de la tentation, mais le risque est énorme. Vous partagez, Anne et Olivier, le fait que le niveau d'exigence est tel que finalement, c'est une façon de se prémunir de ce risque-là? Ils sont vraiment pointilleux? Oui, ils sont pointilleux. On peut dire que dans le cadre des investissements, des fonds d'investissement, s'il y a c'est dans le choix en fait des critères ESG qui sont déclarés en préalable de l'investissement. Donc il y a une obligation d'intentionnalité, en tout cas de l'impact de l'investissement. Donc il ne peut pas vraiment y avoir de greenwashing. Ce sont des critères qui sont mesurables sur le long terme. Donc c'est une bonne nouvelle finalement, voilà. Que dès lors qu'on met de l'argent dessus, ça suppose une mesure plus fine qu'avant. Et donc, ça oblige ceux qui s'en revendiquent à faire la preuve de ce qu'ils font. Oui, et je pense qu'il faut sortir de cette image d'Épinal qui consiste à dire un financier, c'est un financier du 19e. Non, ils ont une démarche aujourd'hui extrêmement moderne. Ils participent, de par leur exigence, à la vertu de l'entrepreneur. Et donc, je pense que ce sont des bons garde-fous également, en tout cas au moment de leur investissement, sur les problématiques de greenwashing. Greenwashing, d'ailleurs, c'est l'une des raisons d'être de Pure Project, non pas pour le faire, mais pour s'en émanciper, pour faire des choses concrètes. Prends le micro, Jules. Vous montez des projets dont vous dites justement qu'ils vont plus loin que la simple peinture verte que l'on pourrait mettre dessus. Quelques mots. Pure Project, c'est quoi? Et ensuite, on ira prendre quelques exemples de ce que vous avez pu faire pour certaines boîtes pour incarner cette dimension-là. Ouais, merci Olivier, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Pure Projet, en 2 mots, on est une boîte d'ingénierie écologique qui développons des projets forestiers, de mangroves et en agriculture. Et en fait, pour comprendre notre modèle économique, il faut prendre 3 paramètres. Le premier, c'est celui que Sylvain a cité, qui est physique. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, le changement climatique, comme on l'appelle, c'est moins 25% de PIB annoncé d'ici 2050. L'autre barrière physique, c'est effectivement la biodiversité, avec à peu près, selon une étude du WWF, ça va coûter à peu près 500 milliards par an jusqu'en 2050. Donc ça, c'est le premier paramètre, c'est des limites physiques qui vont nous emmener dans une direction. La deuxième, c'est effectivement par régulation ou par anticipation, les entreprises vont aller vers des démarches de réduction, d'atténuation, d'évitement et de compensation pour ce qui reste justement de leur empreinte carbone, mais leur empreinte environnementale en général. Et du coup, on va rentrer dans des stratégies comme Science Based Target Initiative, qui consiste à arriver d'ici 2030, d'ici 2050, à justement un équilibre aligné avec l'accord de Paris de 1,5 degré. Et le troisième, c'est que c'est pas ni vous ni moi qui allons pouvoir planter des radis pour stocker du carbone ou tout changer. C'est que la France, c'est 49% de surface agricole utile et 25% de forêt. Donc, on a le problème, on a la solution qui est sous nos yeux, et nous, notre but, justement, c'est d'aller récolter les fonds dus à ces stratégies, qui ne sont pas forcément des fonds directement alloués à des stratégies commerciales, mais plutôt qui étaient, à une époque, des fonds en parallèle qui vont de plus en plus vers les fonds stratégiques et de les réallouer dans les filières agricoles, forestières, où on accompagne nos clients à atteindre leurs objectifs, et des filières agricoles, des coopératives, des industries agroalimentaires et principalement des agriculteurs dans des démarches justement plus vertueuses. Il y a 2 mots que tu as évoqués, c'est le mot réduction ou le mot compensation. Avant d'aller voir comment ça se passe chez vous, est-ce que la nuance, qui est quand même très forte, entre ces 2 mots-là, est quelque chose qui est prise en compte par les fonds, par les financeurs? Parce que c'est quand même pas pareil par rapport à l'enjeu que l'on a d'être dans la réduction ou dans la compensation. Et pourtant, ça peut être vu comme le même sujet, souvent, ou trop souvent. Sylvain, est-ce que c'est regardé de manière différenciée?
Alors, on commence à comprendre qu'il y a des limites techniques, mais je pense que tu en parleras après. On ne peut pas tout compenser. Enfin, c'est pas possible physiquement de compenser la totalité des émissions de gaz à effet de serre. Et puis c'est peut-être plus pertinent de réduire déjà. Voilà. Et donc, le sujet numéro 1, mais depuis, on le sait depuis 20 ans, depuis qu'on s'intéresse même au bilan de carbone, c'est de mesurer, de travailler à réduire, puis à la fin, comme il restera toujours quelque chose, de penser à compenser. Mais de se dire, voilà, j'ai une activité, en échange, je plante des arbres pour faire un énorme raccourci, ça y est, le problème est réglé. Non, c'est de la flûte, parce que si tout le monde fait ça, ça ne marchera pas. Ça, c'est ton avis, mais est-ce que c'est intégré, est-ce que c'est pris en compte? C'est intégré dans les textes, en tous les cas. Ouais. C'est vraiment intégré dans les textes. Quand on parle tu parlais de Science-Based Target Initiative, tu parles de ces textes-là, oui, c'est intégré dedans. Maintenant, moi, j'ai encore vu des pubs d'un transporteur aérien qui promettait un vol zéro carbone. Donc, un vol zéro carbone, il n'existe même pas. Non, mais il ne peut pas exister parce que zéro carbone, même si l'avion reste au sol, il a fallu le fabriquer. Donc là, on est dans la flûte. Voilà. Anne, Olivier, est-ce que cette nuance-là entre les deux, elle est bien intégrée? Elle est d'autant plus intégrée, on est plutôt dans une démarche de réduction compte tenu du coût de l'énergie aussi. Donc, oui, mais le sujet est assez récent voilà. malgré tout. Mais aujourd'hui, on est plus vers là. Et effectivement... on ne séduira pas un financier ou on le séduira moins avec de la compensation qu'avec la réduction. C'est ça, voilà, c'est ça le sens de la question. Il y a quand même une logique financière derrière tout ça et une performance financière à long terme. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que mieux voler là sur la encore, réduction. le financier peut participer à hiérarchiser les solutions, réduire et compenser. C'est pas la même chose sur l'échelle de valeur environnementale. Hein. Olivier, tu partages? Alors non. Non, je ne partage pas. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Ouais. Donc je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tout vu. Mais il y a encore une fois, il y a une logique financière. Je n'ai pas vu de fonds mettre en place de critères réduction, compensation pour dire j'investis ou je n'investis pas. Après, tout dépend de la nature de l'activité. En tout cas, dans l'agro, ce que j'ai vu, les financiers ne sont pas encore complètement dans cette dynamique. Pas encore. D'accord. Non, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des nouveaux fonds qui sont en train de se créer. Le fonds Mirova, que vous connaissez peut-être, mais il y a aussi un fonds qui s'appelle le Fonds pour l'agriculture régénératrice, qui a été créé par Tikeo, AXA Climate et Unilever pour justement investir, malheureusement, majoritairement dans de la tech. On aurait aimé qu'ils investissent un peu plus dans des projets concrets. Mais derrière, ça montre aussi qu'effectivement, cette transition-là, elle peut avoir une valeur et que derrière, il y a des retours sur investissement possibles. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour Unilever, je crois que vous bossez pour Nestlé aussi. Si on prend quelques exemples comme ça se matérialise comment et pourquoi l'industriel vient vers vous? Nous, la moitié de nos employés, moi je suis arrivé il y a 5 ans, on était 40, j'étais le 40e, aujourd'hui on est d'à peu près 250. On a une entreprise qui vient nous voir parce que justement elle a ces stratégies-là. Elle a des enjeux fournisseurs de quantité et de qualité comme toute industrie agroalimentaire digne de ce nom. Et elle a des ambitions climat, Unilever étant assez pionnier dans le domaine, au même titre que Nestlé, puisque ça fait des années qu'ils investissent dans des cahiers des charges assez solides sur le sujet. Nous, on a cette capacité à avoir un impact à l'échelle mondiale en partant du tout début, donc du producteur. Aller l'écouter. Donc le premier truc qu'on fait quand tu vas sur le terrain, c'est tu fermes la bouche et tu ouvres les oreilles. Et ensuite, on remonte petit à petit justement cette chaîne agroalimentaire pour aller comprendre quels sont les besoins justement de l'agriculteur. Parce que si on n'arrive qu'avec des haies ou des bandes fleuries, il nous dit merci à la prochaine. Par contre, si on arrive avec des enjeux justement de fertilisation, de couverts végétaux en meilleure gestion, de rotation, de véritables conseils agronomiques, là déjà on est un peu plus crédible. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ces enjeux agronomiques-là, ces pratiques agronomiques-là, elles peuvent aussi avoir un impact intéressant pour nos clients, puisque derrière, quand tu mets plus de couverts végétaux en légumineuses, comme disait un de nos collègues tout à l'heure, ça stocke du carbone, ça remet de l'azote dans les sols, donc ça limite en fait l'épandage de fertilisants azotés et minéral. Et donc on peut rentrer comme ça dans des cycles vertueux. C'est pas Unilever qui va avoir toute la solution, parce que nous, quand on travaille justement avec les producteurs, c'est avec une certaine partie, donc il faudrait mettre beaucoup plus de gens autour de la table, et c'est pas eux qui rempliront l'équation en complet. Mais par contre, nous, on est un peu le labo de R&D qui va permettre justement de transformer les liens entre Unilever et ses fournisseurs, parce que derrière, un groupe comme Unilever ou comme Nestlé, parce que là on parle pas de PME de quartier, pourquoi ont-ils besoin d'un tiers
pour faire quelque chose qu'ils devraient avoir faire. J'imagine que des ingés agro chez Nestlé, il y en a plus pour remplir qu'un avion. Enfin, je veux dire, il y en a autant qu'on en veut. Ça dépend des strates. Moi, ce que m'avait dit PepsiCo un jour, c'est qu'aux États-Unis, ils se débrouillent très bien. Ils ont leurs ingénieurs qui gèrent les 4 fermes de 30 000 hectares. Ils disent en Europe, c'est le bordel. Donc on est obligé de passer justement parce que les bureaux ils sont soit à Rotterdam, soit en Suisse et qu'ils ont besoin d'opérateurs locaux, voire ultra locaux. Nous, on est effectivement implantés avec des ingénieurs partout dans le monde, mais on se repose aussi sur des développeurs projets qui sont eux-mêmes ultra locaux. Quand on va bosser à l'échelle d'une région ou d'un département, nous on peut superviser, mais on ne pourra pas conseiller les agriculteurs un par un. Il faut se baser sur justement des boîtes qui sont encore plus locales que nous. Et pourquoi ces boîtes le font ? Est-ce que c'est parce que c'est à vos yeux un critère à leurs yeux, un critère qualifiant pour le marché et si elles n'y sont pas demain, c'est mort ? Est-ce que c'est un sujet financier, d'accès à du cash ou à des conditions de financement meilleures ? Pourquoi le font-ils ? C'est ce que je disais, il y a déjà un enjeu à travers autre chose que de la relation commerciale, un renforcement de liens entre un fournisseur et une industrie justement qui va acheter. Donc, ça se mesure pas bien. Donc ça se mesure pas bien, mais ça se voit. Là, on est en train d'assister à des négociations commerciales où il y a des revirements vers des fournisseurs avec lesquels ils sont engagés depuis des années justement sur des produits, enfin des projets durables comme ça. Et ensuite, évidemment, il y a un enjeu d'image, de communication qui est hyper important, même si c'est pas toujours affiché sur un paquet de soupe, comme pourrait le faire Unilever, ou sur d'autres projets, ce qui est fortement décourageant. Enfin, vous les encouragez pas. On les encourage pas. C'est même très, très déconseillé par l'ADEME de faire ce genre de choses. Donc nous, on n'est pas dans la stratégie. Mais pourquoi ils font ça ? C'est justement pour renforcer les liens avec leurs fournisseurs, mais aussi ce qu'on voit dans pas mal d'études. Alors, je ne sais pas encore ce qu'elles valent ces études-là, mais c'est qu'on va arriver sur un modèle de résilience de l'exploitation agricole, où justement, on parlait des néonicotinoïdes tout à l'heure, il y a un moment, il faut mettre les pieds dans le plat et tester, chercher des nouvelles solutions. Et donc nous, quand on va mettre en place justement des solutions fondées sur la nature, le but est aussi d'augmenter la résilience agronomique et économique des agriculteurs, et donc ensuite de pérenniser un approvisionnement, puisque ces liens justement entre le fournisseur et Unilever sont bien meilleurs. Jamais vous ne vous sentez instrumentalisé par ces grands groupes dans ce qu'ils viennent chercher comme bénéfice d'image ? On peut l'être. On a commencé, on était 3, donc effectivement, on a gagné en maturité aussi vis-à-vis de la stratégie de communication de nos clients. Nous, il faut en revenir aussi à ce qu'on est. On n'est pas une boîte qui faisons du conseil en stratégie climat. Il y a Carbon 4, il y a PwC, il y a plein de gens qui le font super bien, nous on ne le fait pas. Par contre, quand tu as ta stratégie et que justement tu dois remplir des objectifs agronomiques ou avoir de l'impact sur le terrain, c'est nous qui mettons les bottes et qui y allons. De quelle manière ils communiquent le fait de travailler avec des gens comme vous sur des projets comme ceux que vous portez ? Donc tu as dit c'est pas trop recommandé d'en faire un gros truc sur le pack avec marqué coucou je suis vertueux, je fais simple mais c'est ça. Qu'est-ce qu'ils en font ? S'ils en font quelque chose, parce qu'ils peuvent très bien dire ça n'a que des bénéfices internes pour nous et ça nous suffit. Le tampon net zéro ou zéro carbone comme le fait Air France, ou un arbre acheté, un stylo acheté, oui. Un arbre planté, ça on essaye d'éviter. Pour l'instant, ça finit pas dans les rayons. J'ai envie de dire, c'est plutôt vraiment des démarches qui sont pas au début, qui sont assez matures, mais qui finalement restent en fait sur des rapports RSE qui remontent petit à petit en fait les strates de la strate des entreprises, puisqu'on va avoir maintenant des Chief Impact Officers qui finissent au COMEX. Donc c'est que petit à petit en fait ces pilotes vont devenir certainement des indices de valeur, soit pour une adaptation réglementaire, soit pour justement une adaptation économique et de placement de marché. Vous dites que vous n'êtes pas pour qu'ils en fassent un usage en termes de com, du genre un stylo acheté, un arbre planté. Je caricature, mais c'est l'exemple que tu as pris. Pourquoi ? Et si finalement c'était la première étape indispensable pour sensibiliser le consommateur aux externalités de sa conso ? C'est compliqué cette question, mais mais je l'ai réfléchi tout le week-end, et puis je l'ai répété 3 fois devant ma glace. Pourquoi un stylo acheté, un arbre planté, ça suffit pas ? Parce que... Non, pourquoi c'est pas bien d'en faire un élément de com ? Non, mais je vais te répondre en disant que c'est parce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que justement, là, on rentre dans une démarche où on peut rentrer dans des démarches de greenwashing. Nous, ce qu'il faut qu'on puisse voir avec nos clients, et on n'est pas une boîte d'ingénierie qui va améliorer le rendement d'un four ou d'un moteur d'avion,
c'est justement essayer d'aller d'abord vers l'évitement, ensuite vers la réduction, donc typiquement de fuel sur du tracteur avec des itinéraires techniques intéressants, et ensuite de séquestration. Par justement de la plantation de haies, de couverts végétaux dans les sols. Mais comme je le dis, on n'est pas en charge de la stratégie. Nous, par contre, ce qu'on est capable de revendiquer aujourd'hui, c'est qu'on a accompagné plus de 55 000 agriculteurs dans le monde. Ça fait depuis 2008 qu'on existe. On a planté 24 millions d'arbres en forêt, en agroforesterie et que sais-je. Et qu'on a beaucoup de chance de pouvoir avoir des agriculteurs ou des fournisseurs qui nous disent vous seriez venu avec des haies, on vous aurait tapé dans le dos. Par contre là, l'itinéraire technique de fertilisation que vous faites, il va m'économiser de l'argent, il va m'économiser de l'azote. Et au prix de l'azote aujourd'hui, ça a l'intérêt. Parce qu'on a des équipes en fait de scientifiques en interne qui sont capables de mener ce type de projet pilote de R&D, et vu qu'on a le cash pour le faire, bah, ça nous permet derrière. Est-ce que ces démarches-là ou ces organisations-là, elles représentent un intérêt pour vous? Je vous mets du côté du grand monde du capital, pour faire très simple. Hein, voilà. Non, mais c'est réducteur, je le sais bien. Mais est-ce que c'est utile, indispensable, d'avoir ce genre d'acteurs, peut-être pour certifier que ce qui est fait est bien fait, pour apporter une forme de garantie, ou si Nestlé ou Unilever le faisaient en interne sans Pure Project, est-ce que ça serait moins bien vu par le marché, par les acteurs financiers, par les fonds? Ce qui est sûr, c'est que, mes camarades compléteront, mais ce qui est sûr, c'est que faut en revenir à un sujet. Pourquoi on en parle autant aujourd'hui? C'est parce que les réalités physiques, elles sont en train de taper très très fortement à la porte. Quand en 2002, Chirac dirait Johannesburg, notre planète beau, et nous lui tournons le dos, c'est très beau, mais tout le monde s'en fout. Enfin, il ne se passe rien. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus besoin de grands porte-parole comme ça, et notamment dans des business en prise directe avec un certain nombre d'éléments physiques, l'agroalimentaire, on pourrait parler du tourisme, on a beaucoup parlé des sports d'hiver il n'y a pas très longtemps. Pour eux, ils ne sont pas en train de faire de l'écologie, ils sont en train de penser à des sujets stratégiques. Et donc, on est dans une transformation, je lisais ça justement, Demain l'agriculture, je relisais le titre, la transition environnementale, ce n'est pas une transition, c'est une transformation profonde, et donc il y a besoin de pas mal d'innovation. Et tu posais une question, pourquoi Nestlé ou Unilever ne le fait pas directement? Alors, ils pourraient le faire, mais il y a tellement besoin de tester et d'innover que le propre des grands groupes, et on le voit de plus en plus aujourd'hui, c'est d'aller chercher des initiatives avec des startups, avec des acteurs innovants, avec des acteurs spécialisés. Je dirais même, nous, chez PwC, on n'était nulle part sur la biodiversité, et c'est un sujet majeur. Il y a 2 ans, on s'est lancé avec des partenaires qui sont des centres de recherche en biodiversité. On aurait pu acheter, on aurait pu prendre. Donc on teste des nouvelles solutions. Donc oui, je pense que c'est extrêmement utile, mais parce qu'on est dans un agenda d'une complexité folle, mais d'agenda physique, hein, pas agenda financier. Donc là, ils deviennent des tiers de confiance technique, presque. Je dirais tiers technique. De confiance, ça c'est un autre sujet. On aime la marque, on n'aime pas la marque. Mais un tiers technique qui a des solutions techniques, évidemment. Juste sur l'essai-erreur, nous, effectivement, on est la start-up qui permet à Unilever d'essayer. Mais nous-mêmes, avec les agriculteurs, ce qu'on dit, c'est qu'on a à peu près 40 essais-erreurs sur des couverts végétaux et que tous les ans, c'est quelque chose de différent en fonction de la sécheresse, en fonction des précipitations, en fonction des semences qu'on va choisir. Et donc, même nous, on est en test and learn permanent avec les agriculteurs et nos partenaires. Le besoin des fonds de ces tiers techniques-là, bon, Sylvain dit il y a un vrai besoin, donc ils sont utiles, partagés. Oui, je pense que c'est fondamental. De toute façon, on est dans une grande machine à laver, tous. On parle c'est pas de transformation, effectivement, c'est une transformation, mais c'est une machine à laver. Il y a des initiatives à droite et à gauche. On essaye les fonds essayent de trouver des solutions. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais un de mes clients, qui n'est pas fonds, mais un acteur de l'agro, à qui je posais la question, mais les OGM, qu'est-ce que tu en penses? Il disait, mais Olivier, si on veut du rendement, on est obligé d'aller vers les OGM. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Donc tout est une question je dirais de momentum. Et le momentum aujourd'hui conduit, je pense, les fonds à utiliser tout ce qui est possible pour finalement trouver les bons critères. Parce qu'à la fin du jour, qu'est-ce qui se passe? C'est soit le consommateur, il achète, soit il n'achète pas. S'il n'achète pas, il n'y a pas de cash. Voilà, c'est un peu réducteur. D'où le besoin de tiers techniques de confiance malgré tout, parce que moi, je voyais pas pourquoi tu scindais les mots. Pour moi, il me semble inscindable. Mais bon, Anne, là-dessus, sur ce besoin d'avoir ce genre de tiers qui vient démontrer, affirmer, presque tamponner, et donc être une espèce de garantie.
Une garantie, une aide à la transition, en fait, une aide à l'évolution des entreprises. Et de toute façon, je reviens aux fondamentaux qui sont la profitabilité pérenne, en fait. Donc, compte tenu du contexte climatique, effectivement, tous les producteurs agricoles, toutes les entreprises vont devoir évoluer. Donc, les solutions, elles peuvent être proposées par ces tiers de confiance, effectivement. Dans tout ce que vous avez fait, prends-moi une best practice. Parmi d'autres. Ouvrir les oreilles, fermer la bouche. Non, mais ça, c'est une posture. C'est le point de départ. Mais au final, dans la réalité de ce que vous avez pu faire, avec non, mais c'est vraiment, X, Y ou Z, qu'est-ce que tu mettrais comme exemple? La seule approche qui est possible quand on va toucher au monde agricole ou à des communautés au milieu du Pérou ou de la Côte d'Ivoire, c'est fermer la bouche et ouvrir les oreilles pour comprendre en fait les besoins et petit à petit en fait remonter et créer un projet qui va être digne de l'intérêt à la fois des agriculteurs, parce que si demain s'ils coupent tes arbres, bah, ça sert à rien en fait justement d'avoir mis en place ton projet et tu perds l'argent qui a été investi. Par contre, effectivement, comprendre les besoins du terrain pour mettre en place un projet sur 5, 10, 15, 20 ans avec justement des modèles d'exploitation derrière, parce que tu peux planter des arbres, mais il y a une partie qui va être obligée d'être utilisée par des communautés justement pour du bois de chauffage, pour du bois d'œuvre et compagnie. Il y a la même en France, quand ils plantent des noyers, c'est effectivement pour avoir des noix, mais dans 50 ans, chaque arbre vaut 1 000 €. Donc derrière, en fait, le besoin, c'est d'abord de répondre aux besoins du terrain pour pouvoir satisfaire les besoins de nos clients. Et quand on le ramène à une entreprise ou à un produit, de quoi tu pourrais être le plus fier dans ce que vous avez fait depuis X années ? Comme exemple. Bah, c'est le retour que j'ai eu là d'un fournisseur justement d'herbes et de céréales qui faisait un peu les deux, enfin pas qui faisait les deux, c'est un fournisseur d'herbes qui nous a dit votre itinéraire technique sur... L'herbe qui fume ou l'herbe surgelée Nous on fait que du cannabis. D'accord. Mais c'est quoi un fournisseur d'herbes? Fournisseur d'herbes fraîches et surgelées. D'accord, ok, donc d'Arégal quoi, pour faire simple. Et qui nous a dit votre itinéraire justement technique sur la fertilisation, j'aurais pas été capable de le faire. Et avec les équipes justement parce qu'en fait nous les développeurs projets, c'est soit des thésards, soit des docteurs, soit des agriculteurs, soit justement des personnes qui ont travaillé dans des instituts de recherche. Et donc en fait ils sont capables de mettre en place sur mesure des itinéraires techniques de fertilisation pour économiser de l'azote, valoriser l'azote justement du persil sur le blé qui vient après et donc faire plein d'économies. Sylvain et Anne, vous n'avez pas répondu à une question tout à l'heure à laquelle spontanément Olivier a répondu. Il nous a dit j'ai un cas où j'ai pas pu aboutir sur la boîte qui fait de la restauration d'autoroute. Je ne sais pas si c'était exactement ça, mais on a tous en tête l'exemple. Est-ce que vous avez connu des situations où il y a un sujet autour du financement qui n'a pas abouti parce qu'il y avait ce doute-là que l'on peut relier d'une manière ou d'une autre au climat? Oui. Est-ce que tu peux l'imager sans donner le nom parce que, à la limite, dans l'exemple d'Olivier, on s'en foutait du nom, mais le mindset derrière est super intéressant. J'ai peur que les gens utilisent moins l'autoroute, qu'ils s'arrêtent moins, donc ils bouffent moins, donc ça vaut moins. Oui, c'est aussi simple que ça. Hein. J'en ai deux pour le prix d'un. Vas-y. Un, je voulais quand même vaguement citer. Moi, il y a une TI française de service au oil qui a cherché pour sa croissance à peu près 2500 salariés à ouvrir son capital. Elle est totalement détenue par le management en 2021 et ça n'a pas marché à un premier tour parce que trop marqué oil. Or, c'est des gens extrêmement brillants, donc en fait, ils se sont rendus compte que leur métier, c'est de fournir des services de mobilité et que la mobilité est essentiellement oil, on met surtout de l'essence dans sa bagnole. Devenant ce qu'elle devient, ils se sont dit, mais on a la connaissance technique pour équiper les lieux où on fait le plein, en gros, de nouveaux éléments de mobilité. De l'électricité, de l'hydrogène, de la poudre de perlimpinpin, de mâche. Et donc, ils ont transformé le business. Et la partie start-up, qui était que dalle, c'était même pas 1% du chiffre d'affaires, en 2 ans est devenue à 25% du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui... Et 100% de l'effet d'affichage, j'imagine. Non, même pas. Parce que le oil finance la transformation. Et par contre, pour un investisseur sur 5 ans, quand il regarde la tendance, c'est quand même pas la même chose. Et donc, dans un cas, personne n'y est allé. Dans le deuxième cas, ils y sont allés. Et deuxième exemple, dans un business lié à des usages de loisirs de l'eau, investisseurs familiaux très long terme, plus de 10 ans, le comité d'investissement n'y est pas allé avec les trends climatiques en se disant est-ce que cette entreprise-là qui gère de l'eau de loisirs est capable de se transformer parce qu'on aura besoin de bien gérer l'eau, d'apporter sa technologie au service d'une meilleure gestion de l'eau? Réponse non. J'ai des menaces, et on est boule de cristal à 10 ans, parce que si moi, à 10 ans, je sais prévoir,
je monte ma boîte demain, et d'ailleurs je ne serai pas là, je serai chez moi dans le Vercors parce que j'aurais gagné assez d'argent. Mais de dire il y a un certain nombre de tendances qui posent des questions, et face à ces incertitudes, le comité d'investissement n'y est pas allé. Et ce genre de truc, moi il y a 20 ans, ça n'arrivait pas. Il y a 10 ans, c'était gentil, il y a 5 ans, c'était fort. Aujourd'hui, ça fait partie des éléments regardés très sérieusement dans les deals. Voilà. Et pas pour des raisons de bien, parfois pour des raisons de bien et d'engagement, mais pour des raisons de performance ou de risque par rapport au fameux cash. Anne, est-ce que tu as aussi un ou deux exemples d'un moment où ça n'a pas abouti parce que le sous-jacent derrière, environnemental, risque, était trop fort? L'exemple de l'eau, il est quand même frappant. Hein. C'est Anne? Alors non, j'ai pas vécu ce genre de situation, mais il est vrai que dans chaque dossier sur lequel on va travailler, on prépare avant toute entrée sur le marché l'argumentaire, et il faut toujours essayer de voir plus loin et de prendre en considération ces sujets-là pour éviter ce genre de situation. Dans les travaux 2021-2022 du think tank agroalimentaire des Échos sur le chapitre de la transition, l'une de nos conclusions qu'on avait voulu ici même d'ailleurs pousser pour tenter de rendre ça un peu plus évident, notamment aux yeux de l'opinion et des décideurs, c'est et si la finance était le meilleur allié de la transition? Parce qu'en fait, c'est ça que vous dites quelque part, c'est pour des sujets financiers, notamment, pas que, mais notamment, la transition doit encore plus se faire parce que sinon, il n'y a pas d'accès au fric, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'augmentation de capital. Je sais pas comment. C'est quand même dingue, ça. C'est assez contre-intuitif par rapport à ce que l'opinion peut penser de la finance. Hein. Mais la finance, elle peut faire les deux. Elle peut emmener dans une direction comme dans l'autre. Oui, mais là, dans le cas présent, ce que vous nous décrivez... La finance, c'est le choix. J'en reviens à mon introduction. Le régulateur européen, s'il n'est pas trompé, le Green Deal européen qui a été lancé par Mme von der Leyen, c'est de dire on va transformer la finance pour transformer l'économie. Je n'ai pas de commentaire là-dessus, mais c'est le pari du régulateur. Donc, oui, c'est la reconnaissance du levier. Deuxièmement, on a beaucoup parlé de réduction, etc. En fait, quand on relit d'ailleurs le titre, la transition environnementale qu'elle pratique, et de ce dont on parle là essentiellement, c'est s'adapter. On ne faut plus vivre dans l'illusion que ça va bien se passer, ça va être compliqué. Comme on dit souvent, il y a un mur, il y a ceux qui vont casser les phares et la calandre. Bon, ils vont réparer le pare-choc, et puis il y a ceux qui vont finir broyés dans l'impact. On peut jouer sur la vitesse d'impact et la qualité de la bagnole. Donc l'argent nécessaire à, certes, déjà réduire, mais surtout à s'adapter, qui est le grand mot de la COP27 qui a eu lieu. Il faut penser à l'adaptation. Maintenant, la réduction, il faut continuer, mais il faut se préparer à ça. Pour l'agriculture, c'est des premiers univers d'adaptation. Mais il y a aussi l'immobilier, par exemple. Donc, les masses d'argent qui ont besoin, et le sujet, c'est l'argent est là, comment on le réalloue et comment on évite qu'il ne serve à rien. Voilà. 5 dernières minutes, pareil, comme tout à l'heure, une baguette magique, vous en faites quoi? Jules, je te mets une baguette magique pour changer le monde sur les sujets qui nous animent là, t'en fais quoi? PSE, paiement pour services environnementaux, où l'agriculteur ne devient pas seulement fournisseur. On lui en demande beaucoup à l'agriculteur, mais si on peut aussi le rétribuer pour l'eau qui filtre avec sa haie, le carbone qui stocke avec ses couverts et effectivement la nourriture qu'il consomme, ou je sais pas, les bandes fleuries qui permettent à la biodiversité de créer des rêves d'enfants autour des abeilles. Faire beaucoup plus autour de l'outil PSE, créer qui existe déjà. Créer des outils financiers aussi, si ce n'est plus performant que le carbone, pour justement contribuer à la rémunération des agriculteurs qui est aujourd'hui pas suffisante là-dessus. On le voit aujourd'hui, par exemple, sur une étude aux États-Unis qui a été faite sur le marché du carbone agricole. C'est à peu près 1,5% du chiffre d'affaires. Et donc, en gros, les agriculteurs, une cinquantaine qui a été interviewée, ont dit ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, c'est trop de boulot par rapport à ce qu'on gagne. Bon, en gros, c'est foutre la tonne carbone à 70 €. Je fais court, mais c'est ça la baguette magique. En gros, mais je simplifie un peu, aussi. Mais je suis connu pour ça. Anne, je te mets une baguette magique, qu'est-ce que tu en fais? Sur ces sujets-là, oui, c'est mieux, parce que si c'est pour, peut-être laisser un peu plus d'autonomie et d'initiative aux entreprises, de leur laisser proposer... aux entreprises et à la finance, leur laisser proposer des solutions d'évolution et de transition, plus que... Sans les contraindre. Enfin, les contraignant avec moins de contraintes. Avec moins de contraintes. T'es une néolibérale assumée, toi, en fait, c'est ça? Peut-être. Non, c'est pas grave, je te rassure, ça se soigne bien. Hein. Bon, en gros, on relâche un peu la bride pour laisser faire l'initiative. Peut-être un peu plus. Ouais, très bien, mais je ne dis pas que c'est mal, que c'est bien. Hein. On n'a pas de problème. Sylvain, baguette magique? Si on peut se donner 20 ans de plus, ça serait bien. Mais je sais pas si la 20 ans de plus, donc avant de toper le mur, quoi, c'est ça. Ouais. Ça c'est pas gagné, ça. Non, c'est pas gagné, mais si tu parles d'une baguette magique, mais ok, j'accepte. on garde le même trend, mais on se donne 20 ans de plus.
J'y crois pas, hein, mais... Mais le risque, si on se donne 20 ans de plus, c'est pas de ralentir le rythme? Non, en gardant le même trend. D'accord. Après, en même temps, je pense qu'il y a un certain nombre de chemins qui sont pris. C'était frappant d'ailleurs quand Trump a été élu et qu'il a dit ma première décision, je vais sortir des États-Unis de l'accord de Paris. Et d'ailleurs, il avait dit la planète finira bien par se refroidir, hein, citation célèbre de notre ami Trump. Mais devant un certain nombre de grands acteurs économiques américains qui ont dit attendez, nous on est déjà parti dans une direction. Il faudrait savoir. On va pas rétro-pédaler dans l'autre sens, quoi. Alors oui, il y a certains États américains qui sont contre tout ça, mais globalement, il y a une direction qui est prise. Même si on se donne 20 ans, ça sera quand même juste, mais ça permettra certaines choses. Voilà. Et sinon, truc plus concret, si on avait un affichage environnemental intelligible, on s'est déjà planté une fois en France. Ce vers quoi on va là sur les produits, si ça peut être intelligible et solide, ça serait bien. Le Planet Score, ça l'est ou pas? C'est pas mal. Ouais. D'accord. Donc on affiche le Planet Score sur les produits ou sur les lieux de vente, comme montré tout à l'heure. Exact, par exemple. Olivier, ta baguette magique? Alors, si on a une contrainte de temps, et on l'a, et que les comportements, en tout cas le changement de comportement, c'est parfois une génération, ça veut dire que tout ce qu'on essaye de faire sur le consommateur, ça va prendre trop de temps. Ma position personnelle, c'est de considérer qu'il faut flécher l'investissement sur les sciences. Parce que c'est les sciences qui nous donneront la solution. Je crois difficilement à ce qu'un changement de comportement puisse améliorer rapidement l'état de la situation. Donc les connaissances prennent le pas sur les convictions, parce que ça revient à ça. Hein. Totalement. C'est la science ou rien d'autre. Voilà. Merci. Et comme il est 11h58, vous ne le voyez pas, et 45 secondes, et que le temps était pour nous aussi un sujet, puisqu'on reprend à 13h30 avec Béatrice Denoré, la patronne de Bell France, qui vient nous expliquer comment une entreprise prend ces sujets et ce qu'elle en fait, puisque c'est dans le prolongement de ce qu'on vient de dire. Donc il nous reste 1h30 pour nous restaurer. À tout à l'heure.